TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention dans l'actualité ce soir. Le lancement de la campagne 100 millions pour 100 millions, projet pour promouvoir les droits des enfants lancé par les parlementaires sans frontières. Certains ont été honorés hier soir pour leur engagement justement en faveur des droits des enfants. Nous en parlons dans cette édition. Le lancement aussi dans cette édition ce matin des travaux pour les curricula filières techniques et industrielles. Dernière retouche avant validation du test. Nous parlerons justement des innovations apportées par le nouveau test. Également, dans l'actualité, lancement comme annoncé hier des journées portes ouvertes Ségus Togo, 3 jours de rencontres et d'échanges avec les opérateurs économiques, simplification, numérisation des procédures et formalités. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, nous en parlons également ce soir. À suivre enfin le lancement ce mardi 13 mars de la quinzaine de la francophonie, 15 jours pour célébrer la langue française, ce trait d'union pour agir. Nous verrons comment. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. Direction d'abord la primature et l'entretien ce matin entre le Premier ministre et la représentante résidente de la Banque africaine de développement au Togo, Kwame Selom Klassou et Diaby et Kadidia, ont passé en revue les différents investissements de la Banque au Togo avec comme point d'orgue le projet d'accompagnement des agropoles. Les précisions au micro de Clarisse Aticlé et de madame Diaby Kadidia. Nous sommes venus pour la visite de courtoisie au Premier ministre dans le cadre de ma prise de fonction comme responsable pays de la BAD. Donc, lors de la discussion avec Monsieur le Premier ministre, nous avons pu aborder les problèmes de portefeuille, des investissements de la banque et des opportunités qui existent avec la BAD. Donc, nous sommes contents, nous sommes satisfaits de la coopération avec le Togo. Nous sommes également satisfaits des investissements qui sont en cours. Pour ce qui est de donc, la réserve, de ce qui est prévu pour cette année, c'est l'accompagnement à ce que nous appelons le programme Agropole, qui est le développement des zones de transformation agroalimentaire au Togo. Donc nous travaillons donc, sur ce projet déjà depuis quelques mois, dont l'aboutissement se fera dans le cours de l'année. Et nous espérons que non seulement ça va transformer le paysage de l'agriculture dans le pays, mais que ça va aussi donner les opportunités d'emploi aux jeunes, aux femmes, et développer le monde rural. C'est un projet intégrateur où il y aura donc toute la chaîne de valeur, c'est basé sur la chaîne de valeur, et il rentre très bien dans le cadre du Pianzan qui a été lancé il y a quelques mois. Donc je veux juste remercier le gouvernement togolais de la collaboration avec la BAD et lui assurer de tout le support de la BAD au nom de Dr Adesina, président de la Banque africaine de développement. Et voilà l'audience accordée donc ce matin par le Premier ministre. Demain, Lomé, capitale de la 10e conférence des présidents d'assemblées parlementaires francophones région Afrique. Depuis hier donc, le Togo accueille ses hôtes, Moustapha Niasse du Sénégal, Roger Nkodo Dang, le président du Parlement panafricain, et puis le vice-président de l'Assemblée nationale du Burundi, tous déjà présents, accueillis, vous allez le voir, à l'aéroport Niasimbe et Yadema de Lomé par leur homologue, le président Damad Ramadi de l'Assemblée nationale du Togo. Voici leurs premières impressions recueillies par nos reporters à l'aéroport à leur arrivée. Je suis heureux d'être venu ici à l'occasion de cette réunion des parlements africains des pays francophones pour poursuivre une mission qui nous est confiée par les peuples de nos pays qui nous ont élus députés et par nos collègues qui nous ont élus présidents d'assemblée, par nos chefs d'État avec qui nous travaillons en osmose parfaite, en corrélation quotidienne, mus par les mêmes motivations, allant vers les mêmes objectifs, utilisant les mêmes méthodes, les mêmes procédures et tirant la force de nos convictions de cet attachement à l'Afrique, notre continent, à l'Afrique de l'Ouest
à nos pays respectifs, à tous les pays de l'Ouest africain et du continent africain. Nous allons discuter de problèmes extrêmement importants concernant le développement de la démocratie, la protection des libertés individuelles et collectives, la création de l'état de droit qui est une œuvre permanente, continue, qui ne s'arrête jamais, la création et le renforcement de l'état de droit, le fait de faire reposer sur la loi et sur le droit, sur la justice, sur l'objectivité, sur la transparence et sur l'ambition de servir son pays, son continent, l'univers, en termes de paix, de croissance, de sécurité des populations, en termes de coopération utile, d'entente et de coopération à partir des acquis réunis bien avant les indépendances par les pères fondateurs et depuis l'accession de nos pays à l'indépendance, nous tenir la main, être ensemble, rester ensemble. Comme disait le poète latin, restons ensemble car il se fait tard. Il se fait tard signifie que c'est dans l'effort continu, persévérant, sans aucune interruption, que les peuples s'épanouissent, se tenant la main dans la solidarité, dans l'amitié, dans la fraternité. Je voudrais tout d'abord remercier mon grand frère et ami, le président Dramani, pour l'accueil qu'il a bien voulu nous réserver ici à l'aéroport de Lomé. Nous venons ici dans le cadre de la conférence de la francophonie. Vous savez, le Parlement panafricain et le Parlement de la francophonie entretiennent de très bonnes relations. D'ailleurs, on a un mémorandum d'entente entre les deux parlements. Et la plupart des parlementaires francophones sont membres en même temps du Parlement panafricain et du Parlement de la francophonie. Donc la francophonie accueille une grande cérémonie, la conférence des présidents Afrique. Nous ne pouvons que faire partie de cet événement et c'est dans ce cadre que nous sommes ici à Lomé aujourd'hui. La grande famille de la francophonie a des institutions, parmi lesquelles l'Assemblée des parlements francophones. Chaque fois qu'il y a une organisation, il est question de faire l'état des lieux, voir quelles sont les avancées, quels sont les défis, quelles mesures, quelles stratégies arrêter pour l'amélioration de la coopération entre les différentes institutions. Donc nous venons dans le cadre de renforcer justement cet instrument qui peut aussi servir au niveau des exécutifs respectifs des pays membres de la grande famille francophone. Donc c'est une grande réunion, que j'espère va faire des propositions concrètes que nos États respectifs pourront mettre en pratique pour l'intérêt des différents peuples qui composent la grande famille de la francophonie. Et voilà, à signaler d'autres arrivées cette nuit à Lomé pour cette 10e conférence des présidents d'assemblée parlementaire qui s'ouvre donc demain, mercredi, dans notre capitale. L'enseignement technique, je vous l'annonçais en titre, la formation dans les filières F1 et F3 est revue et réadaptée. Il s'agit précisément des filières mécaniques, électroniques, industrielles. Les curricula sont donc revisités. Le document fait l'objet d'études depuis ce matin avant sa validation. Les précisions, Eli Agba Nyandao, Chassim Nabaga. Les travaux portent essentiellement sur les curricula révisés des filières mécaniques et électroniques industrielles F1 et F3. Il est question au cours des assises de vérifier si ces nouveaux curricula répondent véritablement aux recommandations formulées après l'étude diagnostique des anciens curricula qui datent de 1995. Il s'agit des derniers réglages avant leur validation. L'atelier de ce matin va nous permettre donc de valider tout le travail qui a été fait avec les professionnels de sorte donc à implanter ces curricula dans nos établissements pour qu'enfin nos formés puissent développer ces compétences désirées par les professionnels pour répondre aux besoins du marché. Élaboré d'après une approche par compétences, les nouveaux curricula intègrent une innovation majeure qui traduit la volonté des plus hautes autorités togolaises de moderniser l'enseignement technique pour en faire un levier de développement. Nous avons introduit les technologies de l'information et de la communication. Donc, ce qui veut dire que désormais, au niveau de ces filières, au niveau des nouveaux curricula, les TIC permettront à nos apprenants de pouvoir ne plus travailler de la manière traditionnelle, mais sur le matériel numérique. Le matériel numérique
dans la mesure où, avec l'évolution de la technologie, nous sommes obligés d'aller vers les tours numériques, les tours à commande numérique. L'élaboration de ces nouveaux curricula a été possible grâce à l'accompagnement de l'UNESCO à travers le projet CAP-ED. Alors, en clair, on parle de changement dans la façon d'enseigner désormais dans ces filières mécaniques, électroniques, industrielles, les matières aussi. Question ce soir, quelles sont les innovations apportées aux nouveaux curricula? Pourquoi et pour quels résultats? Question-réponse, Chassim Nabaka. L'une des innovations majeures concerne la méthode d'élaboration de ces nouveaux curricula des filières F1 et F3 qui portent sur la mécanique et l'électronique industrielle. Il s'agit de l'approche par compétences qui s'inspire directement des besoins du marché de l'emploi. Les apprenants étaient évalués sur leur capacité à bien faire les mathématiques, à bien faire les sciences ou quelque chose comme cela, sans aucun lien véritable avec le milieu du travail. Donc l'innovation que nous avons apportée, c'est de partir des réalités du terrain, des réalités des milieux de travail pour bâtir une réponse à ce qui est attendu de tous les apprenants. L'autre nouveauté phare contenue dans ces programmes d'enseignement concerne l'introduction des TIC. Ici, c'est la compétitivité des apprenants qui est recherchée. Aujourd'hui, en arrivant à mettre à la disposition des enseignants et des apprenants des outils technologiques donc numérisés et qui sont digitales, qu'ils peuvent utiliser, on passe à des économies d'échelle parce que tout simplement la ressource peut, même si ça ne rend pas à 100% la possibilité de manipuler la machine en tant que telle, mais au moins peut nous permettre de disséquer cette machine et de voir toute la composition, de l'illustrer, mais aussi de développer toute une bibliothèque virtuelle qui va aller avec l'apprentissage d'une machine. Au-delà des dessins industriels qu'on connaissait dans nos enseignements, dans nos centres d'enseignement technique aujourd'hui, on peut voir le montage d'une machine et le démontage d'une machine complètement et avoir même des éléments de simulation par rapport à ces machines-là. Et ça permet aujourd'hui également donc, aux apprenants de pouvoir, en plus de ces connaissances qu'ils vont acquérir, aller vers la découverte avec d'autres possibilités d'utiliser des vidéos ou bien d'autres supports numériques qui sont à leur disposition pour améliorer leurs compétences. Toutes ces innovations appellent à répondre aussi bien aux exigences de l'évolution technologique qu'à traduire dans les faits la politique de développement du gouvernement. Comment arriver à appuyer aujourd'hui le Togo à aller vers le développement des agropoles en partant d'un enseignement très structuré et d'un apprentissage vraiment bien maîtrisé? Ça veut dire tout simplement arriver aujourd'hui à se dire si j'arrive dans une zone agropole comme on va trouver ça dans la zone de Kara, comment je peux à l'échelle donc de la zone rurale, avoir une masse critique de jeunes capacités sur la construction mécanique donc agricole, etc. Donc ce qui veut dire que quand il y a un problème avec les machines qui sont utilisées au niveau local ou bien la créativité des jeunes est également stimulée, voilà un peu l'essence de ce travail que nous sommes en train de faire. Ces nouveaux curricula viennent remplacer les anciens vieux de plus de 23 ans. Leur élaboration est le fruit d'un processus participatif qui a démarré en décembre 2017. Il vise la modernisation de l'enseignement technique et la résolution de l'épineuse question de l'adéquation emploi-formation. Et je vous le signalais tout à l'heure, d'autres arrivées à Lomé sont annoncées donc cette nuit et même demain, mercredi, pour la 10e conférence des présidents d'assemblée parlementaire qui s'ouvre dans notre capitale plutôt le jeudi 15 mars et non demain comme annoncé tout à l'heure par erreur. Veuillez nous en excuser. Nous vous l'annoncions aussi dès hier, les journées portes ouvertes Ségus Togo, ça y est, nous y sommes depuis ce matin. 3 jours de rencontres et d'échanges. La société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur entend faire davantage connaître le fonctionnement, les avantages du guichet unique. On va en parler dans un instant. D'abord, le lancement de ces journées portes ouvertes, Ségus Togo, la cérémonie de récit, rue Finkoumaklo, Félix Simdacha. A accepté de le mettre en œuvre par le canal de la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur au Togo, Ségus. Une société chargée de la mise en place d'une plateforme permettant de relier les acteurs et usagers impliqués dans les échanges commerciaux et les transports pour ainsi faciliter et améliorer le climat des affaires au Togo. Après près de 4 ans d'exercice, la société ouvre ses portes pour des rencontres d'échanges et d'informations.
vous avez les navires au large du port de Lomé, on reçoit le détail de toutes les marchandises avant que le navire arrive au port. Ces détails-là, on appelle ça le manifeste des cargaisons, on le diffuse à toutes les structures qui en ont besoin. Donc ça va du port autonome jusqu'à la direction des affaires maritimes, en commençant par la douane. Et ensuite, toutes les informations importantes circulent à travers les ministères, à travers les acteurs. Et c'est ça que fait le guichet unique, c'est le rôle de centralisateur de toutes ces données et formalités. C'est un logiciel pour professionnels, mais ça a un impact sur tous les importateurs, opérateurs économiques. Et ceux-là, en général, n'ont pas forcément une bonne idée de ce qu'est le guichet unique. Donc on voulait faire des portes ouvertes à tous les opérateurs pour leur expliquer le fonctionnement. Véritable outil pour booster la croissance économique selon différents acteurs, le guichet unique a fait ses preuves. Voilà qui justifie l'exhortation du représentant du gouvernement pour une meilleure collaboration entre acteurs afin de mieux soutenir cette initiative de l'État. L'amélioration du climat des affaires est une vision porteuse d'espérance pour nos opérateurs économiques. Vision largement partagée et soutenue par le gouvernement togolais, qui l'a inscrite dans son plan d'action. J'émets le vœu que ces journées portes ouvertes de la Ségus Togo soient la fondation d'une base solide pour un partenariat fructueux entre tous les acteurs du commerce extérieur. J'exhorte donc vivement toute la communauté du commerce extérieur et les opérateurs économiques dans toutes ses composantes à saisir l'opportunité de ces journées pour s'informer davantage sur le guichet unique en collaboration avec l'équipe de la Ségus Togo afin que cette plateforme électronique devienne un véritable outil de croissance économique. C'est donc parti pour 3 jours de rencontres, occasion du donner et du recevoir entre responsables de la Ségus et leurs partenaires que sont les opérateurs économiques, les acteurs portières, aéroportières et transfrontaliers afin d'apporter chacun en ce qui le concerne sa contribution et savoir-faire pour le perfectionnement des services de la société. Et voilà la cérémonie de lancement de ces journées portes ouvertes passées. Intéressons-nous précisément maintenant au système d'exploitation du guichet unique, facteur de simplification. C'est depuis 2013. Alors qu'est-ce qui a changé pour les opérateurs économiques dans les procédures et formalités? La numérisation y a été aussi introduite. Eh bien, voyons cela avec Augustin Kossi. En place le guichet unique pour le commerce extérieur en 2013. L'État togolais s'est donné pour ambition d'améliorer et sécuriser les procédures en matière du commerce international. Une plateforme dématérialisée qui relie entre eux les opérateurs et usagers de la chaîne logistique, chacun à son niveau, pour faciliter les opérations du trafic extérieur. À la société chargée de la mise en œuvre de ce système Ségus, des dispositifs ont été érigés pour assurer la célérité dans les transactions. Ici, par exemple, dans cette salle dédiée au data center, toutes les bases informatiques sont synchronisées pour la facilité des données. C'est une plateforme d'échange de données informatiques, donc il faut quand même une base informatique. Et c'est ici que c'est sur cette base-là. On a à côté de moi la baie serveur, donc qui abrite tout ce qui est serveur pour application, sauvegarde, monitoring. Et juste à côté, on a la baie télécom, donc tout ce qui est liaison avec les acteurs. On a une troisième baie derrière qui est l'arrivée de la fibre du projet eGov. Donc on fait partie aussi de ce projet-là. Cette société a été créée avec pour but de stimuler la croissance économique à travers l'amélioration du climat des affaires et aussi dans la vision de faire du port de Lomé ou de la place de Lomé un hub logistique pour toute la sous-région. Donc le guichet unique, c'est une plateforme informatique qui regroupe et centralise toutes les opérations du commerce extérieur et permet de simplifier les procédures. Aujourd'hui, le manifeste est logé dans le guichet unique par les divers consignataires à l'arrivée des navires. Et une fois que ce manifeste est validé par la douane, il est redistribué automatiquement à toutes les autres structures abonnées. La plateforme permet aux divers acteurs d'échanger les informations de manière entièrement sécurisée
La plateforme permet aussi d'automatiser les contrôles. Avec le guichet unique pour le commerce extérieur au Togo, les manifestes papiers ont été entièrement supprimés, les procédures douanières au niveau du port comme à l'aéroport simplifiées, permettant ainsi aux opérateurs économiques d'effectuer en temps réel leurs différentes opérations. Le système intègre aussi l'automatisation des contrôles paiement uniques à travers le document du frais unique. 4 ans après, il a instauré un environnement jugé favorable à la compétitivité des entreprises. Ségus a contribué beaucoup pour l'amélioration du climat des affaires au Togo et permet de réunir les acteurs portuaires en vue de simplifier toutes les opérations au niveau du port. Avant, c'était un parcours de combattants pour pouvoir faire des opérations portuaires. Pour sortir un conteneur, il fallait vraiment prendre plus de 5 jours avant de sortir un conteneur. Aujourd'hui, dans 24 heures, voire 48 heures, on sort le conteneur avec peu de frais. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de frais à perdre. Donc l'opérateur économique en sort gagnant. Et c'est avec d'autres acteurs du secteur comme le port autonome de Lomé, le commissariat des douanes et des droits indirects et la chambre de commerce et d'industrie du Togo. Des institutions bancaires, notamment l'UTB, la BTCI, l'Ecobank et l'Orabank sont impliquées dans ce processus d'amélioration du climat des affaires au Togo. Et voilà, des avantages certes, mais on vient de le voir, des défis, ça reste toujours à relever. Qu'est-ce qu'il faut donc améliorer? Quel projet, quelle perspective? Nous posons là aussi la question, élément de réponse, c'est avec Gérald Agoudjou. Dans le fonctionnement du commerce international, des défis relatifs à l'importation, à l'exportation, au transit ou encore au transbordement se posent, ce qui engendre des pertes de temps et des faux frais ainsi que des fraudes. Et depuis l'opérationnalisation du guichet unique pour le commerce extérieur, des résultats satisfaisants ont été enregistrés. Nous avons pu baisser les temps de passage des marchandises d'environ 30%. Et aujourd'hui, il y a la possibilité pour les opérateurs de sortir leurs conteneurs en moins de 2 jours, alors que ce n'était pas possible avant l'arrivée et la mise en place du guichet unique. Donc déjà, vous pouvez sortir vos marchandises beaucoup plus vite qu'avant. Ça, c'est les résultats en termes de passage. Ensuite, on a pu limiter les fraudes et certains faux frais. Alors, on estime qu'à peu près 50% sans doute des faux frais auraient été réduits. Et les recettes douanières ont gagné 20% environ en 2015 par rapport à 2014, ce qui est à mettre au crédit de Ségus et de la création de l'Office togolais des recettes aussi. Au-delà de ces avancées, la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur au Togo Ségus se veut une plateforme de haute technologie pour faciliter davantage les procédures aux opérateurs économiques. On souhaite intégrer le maximum de structures au document de frais unique pour qu'on ait véritablement un paiement unique. On va également améliorer tout ce qui est le fonctionnement des interfaces, ce qui permet aux 2 systèmes informatiques de communiquer entre eux sans qu'il y ait besoin de retaper par un agent les mêmes informations. Donc ça, c'est un peu là-dessus qu'on travaille. Et ensuite, en termes de trafic, de nouveaux trafics à intégrer, nous sommes en train de travailler sur les hydrocarbures et sous peu, nous allons intégrer les hydrocarbures au guichet unique. Il y a toujours un peu des réticences par-ci par-là, des gens qu'il faut convaincre. Et également le degré d'informatisation de certains acteurs qui est insuffisant, et donc qui ne bénéficient pas pleinement du système. Et ça, c'est un peu un défi permanent. L'informatisation des acteurs, la qualité des connexions Internet, etc. En mettant en branle ces mécanismes, la Ségus compte favoriser la transparence et la fluidité dans les relations entre les acteurs du commerce, ce qui permettra donc une ouverture sur les pays à fort potentiel économique en termes d'échange. Nous, on va arriver au niveau de service d'un port européen ou asiatique. On est capable, c'est possible, en automatisant tout, en travaillant avec les acteurs, en informatisant plus, d'arriver à un niveau de service équivalent à des ports des pays développés. Les autorités togolaises comptent ainsi améliorer la sécurité et l'efficacité des procédures de dédouanement. Ceci à travers des solutions innovantes pour sécuriser, automatiser et optimiser les procédures des acteurs du commerce extérieur. L'actualité du jour, c'est aussi la quinzaine de la francophonie. Nous y sommes là aussi depuis ce mardi
13 mars. Et pendant 15 jours, eh bien, la langue française, la langue de Molière sera célébrée. Ce sera autour du thème « La langue française, notre trait d'union pour agir ». Tabitha Isiakapo. Comme chaque année depuis 1988, la Journée internationale de la francophonie est célébrée le 20 mars à travers le monde. Face aux défis de l'heure, la francophonie souhaite mettre en avant les richesses de la langue française et l'importance des liens de solidarité entre les États. La langue française, notre trait d'union pour agir, est le thème autour duquel est axée la célébration de cette année. La quinzaine de la francophonie est une occasion qu'on donne à toutes les associations de la société civile qui travaillent sur le terrain à répandre les idéaux de la francophonie. C'est-à-dire, cette année, on a choisi le thème de la langue française comme vecteur. L'idée n'est pas simplement de célébrer la francophonie, mais de célébrer les acteurs qui, au quotidien, permettent à la langue française, aux idéaux de la francophonie, de s'éparpiller à travers la population. Nous, cette année, ce que nous avons choisi de faire, c'est de délocaliser la plupart des activités qui se passent à Lomé vers l'intérieur du pays. Le programme est très varié et ça permet simplement de montrer la vitalité des associations. L'Organisation internationale de la francophonie a pour mission de donner corps à une solidarité active entre les 84 États et gouvernements qui la composent. L'objectif principal est de contribuer à l'amélioration du niveau de vie des populations en les aidant à devenir acteurs de leur propre développement. Et au-delà aujourd'hui de la langue française que nous avons en partage, qu'est-ce que la francophonie apporte à vous et moi, aux citoyens lambda, à nos États, pas français, mais francophones? Christine Péché-Kialodé s'est intéressée précisément au Togo, notre pays. Voici son document. La francophonie, un espace linguistique de 84 États membres et associés qui ont en commun et en partage la langue française. L'institution compte aujourd'hui 250 millions de locuteurs sur les 5 continents. Les valeurs que partagent les membres et les idéaux poursuivis font de l'organisation un levier de développement. La recherche de la paix dans le monde, l'expression plurielle des diversités culturelles, la défense et la protection des droits de l'homme sont quelques-unes de ces valeurs. La promotion d'un idéal démocratique avec la déclaration de Bamako, l'OIF travaille à renforcer les capacités des États en matière de démocratie, en matière de promotion des droits humains, des droits de la personne, en matière surtout d'égalité, de la promotion de l'égalité femmes-hommes, des droits des femmes, des droits des enfants. L'OIF, depuis le sommet de Dakar en 2014, a adopté une stratégie de la francophonie économique et 2 ans après, la stratégie numérique pour mieux répondre aux défis de l'heure. Le Togo particulièrement bénéficie de tous ces programmes. Nous avons une francophonie de plus en plus proche des populations, une francophonie de plus en plus proche des jeunes et des femmes à travers le programme de promotion de l'entrepreneuriat pour ces cibles. Mais nous avons aussi des programmes pour les communes du Togo, les communes des pays en matière de développement durable. Nous avons une jeune compatriote togolaise, Mme Assogba, qui est lauréate, une des premières lauréates du prix du jeune entrepreneur francophone qui a été décerné au mois de novembre dernier. Il y a vraiment une jeunesse togolaise dynamique que nous essayons de mettre en valeur, en lumière. Il y a une jeunesse togolaise qui porte l'avenir de ce pays à travers l'entrepreneuriat. C'est pourquoi, au sein du bureau régional, nous avons ouvert un incubateur qui accompagne les jeunes Togolais, en particulier de la sous-région en général, pour développer leurs projets, leurs idées, leurs entreprises. Les autorités de ce pays aussi y travaillent parce que c'est quelque part la jeunesse qui porte le présent et l'avenir de nos pays. Il y a vraiment sur le site de l'AUF et aussi du campus numérique francophone à Lomé, beaucoup d'informations dont les jeunes Togolais peuvent bénéficier. L'OIF est né en mars 1970 à Niamey, au Niger, sous la forme d'une agence de coopération culturelle et technique devenue agence intergouvernementale de la francophonie et quelques années après, l'Organisation internationale de la francophonie.
Il est 20h30, un mot de l'actualité à l'étranger. Vous qui voyagez en direction du Nigeria, attention, le pays est confronté en ce moment à une épidémie sans précédent de fièvre de Lassa, une fièvre hémorragique proche d'Ebola. Le virus a déjà fait 110 morts depuis le début de l'année. Cela dit, retour chez nous dans le reste de l'actualité, des pièges pour la mouche du manguier. C'est un projet du Centre de recherche sur la protection durable des bio-agresseurs, projet piloté par l'Université de Kara en collaboration avec une société israélienne. Les précisions de Lamarck Bojono. L'Université de Kara, à travers l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, part en guerre contre les mouches qui détruisent les mangues. Le projet de création du Centre de recherche sur la protection durable des bio-agresseurs a conduit les responsables de cet institut dans les champs de manguiers à Saute-Bois pour tendre des pièges capables de contrôler la mouche du manguier. L'Université de Kara s'est inscrite résolument dans les priorités du gouvernement togolais et surtout dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la nutrition et aussi de l'amélioration des exportations agricoles. Le projet sur lequel nous travaillons, c'est la lutte contre les mouches du manguier. Ce projet inclut en même temps la recherche et aussi la lutte. Parce qu'il y a une partie qui va chercher à identifier les insectes qui sont là, dans notre pays ici, et qui dérangent les manguiers, et connaître leur dynamique de la population. Et le second aspect, c'est la lutte, où on a mis les pièges à phéromones. Le dispositif est très simple, mais efficace. On va installer des pièges sur les manguiers. Donc voilà la substance. Elle contient une substance attractive de la mouche, des fruits, et un poison. En plus, sa nourriture. On enlève celui-ci, on fait un trou là, et on place ça comme ça. Et une fois qu'on a placé, on l'accroche à une branche de l'arbre. Ce liquide-là va dégouliner comme ça, sur ce panneau. Et donc, la mouche arrive et elle consomme sa nourriture, en plus du poison, et elle meurt. Au bout de 3 mois, on vient renouveler juste. Le panneau, lui, peut faire plusieurs années. Le projet est piloté par l'Université de Kara en partenariat avec la société israélienne Biofeed. Dans le cadre de son dernier voyage, le chef de l'État était en Israël. Des contacts ont eu lieu avec sa société. Et il y a 6 mois de cela, il a été invité au Togo pour venir voir avec les chercheurs universitaires, l'administration dans le domaine de l'agriculture, pour voir quelles sont les idées qu'ils peuvent mettre ensemble pour accompagner le Togo à lutter contre cette mouche. La finalité est de mettre à la disposition des producteurs une solution de lutte efficace, simple et écologiquement durable contre les mouches du manguier. Du social avec ce don de kits aux artisans, œuvre du réseau de la diaspora Force du développement du Togo, principaux bénéficiaires, coiffeurs, coiffeuses, mécaniciens, ferrailleurs et autres couturiers et photographes, tous du canton de Togblekopé. Le compte rendu de Serge Tastom avec Ekwesala. Le réseau de la diaspora Force du développement du Togo ne néglige pas son rôle quand il s'agit d'accompagner les actions du gouvernement. Illustration faite ici à Togblekopé à travers ce lot de matériel destiné à 8 corps de métier. Maçons, coiffeurs, tailleurs, mécaniciens entre autres, les 40 bénéficiaires sont essentiellement des jeunes en fin d'apprentissage. Sincèrement, j'ai la joie dans mon cœur. Grâce à cette machine, je vais ouvrir mon atelier. Nous sommes très contents cette soirée pour avoir reçu ce kit-là. Je remercie la diaspora qui a pensé à nous. Je remercie le chef de l'État qui a pensé aux artisans, qui pense toujours à la population togolaise. On lui remercie beaucoup. L'idée derrière cette action, c'est d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Une manière pour le réseau de soutenir la politique de développement du chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé. Un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, doit être soutenu. Nous sommes à l'étranger, on est revenu, on voit que bon, le pays avance. Si nous pouvons contribuer, nous pouvons faire la moindre des choses, soutenir le chef de l'État, l'appuyer dans ses programmes de développement. La jeunesse, qui lui tient beaucoup à cœur. Et nous voulons réellement aider la jeunesse à pouvoir s'épanouir. Chaque bénéficiaire de ce don va devoir, en contrepartie,
former gratuitement un apprenti dans la localité. Le réseau de la diaspora Force du développement du Togo ne compte pas s'arrêter là. D'autres actions sont prévues dans les jours à venir au plan national et dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Direction la cour d'assises de Lomé, les audiences se succèdent, à chacune son histoire. Aujourd'hui, c'est une interruption volontaire de grossesse ayant causé la mort d'une jeune fille de 23 ans. Les faits sont têtus. Le récit de Yves Agbevivi. Amegbo Kodjo Eric est coupable. 10 ans de réclusion criminelle, voilà la décision de la Cour, une décision prononcée contre ce jeune homme de 25 ans aujourd'hui et ses complices, des complices qui ont pris la pose d'escampette. Les faits remontent en mai 2012. Le 2 mai de la dite année, le sieur Kodjo Eric Amegbo, âgé de 18 ans à l'époque, conduit Ablavida Dobosa au cabinet médical dénommé Secours médical Jésus Sauve pour interrompre sa grossesse. L'opération a mal tourné et la jeune femme âgée de 23 ans y laissa sa vie. L'infirmier tenant du cabinet Secours médical Jésus Sauve disparaît dans la nature après avoir, avec l'accusé, aidé de 2 de ses amis, transporté le corps de la victime et après l'avoir inhumé clandestinement à Mayakopé dans la nuit du 4 mai 2012 aux environs de 1h du matin. Sans nouvelle et suite à des rumeurs faisant état du décès de sa fille, Madame Missiafan Adjeté se rend à la gendarmerie de la brigade de Baguida. Seul Eric Amegbo sera interpellé. Les 3 autres complices, Maoto Semanou, Ruben Adjeté et l'infirmier, ont pris la fuite. Le jury a requis 10 ans d'emprisonnement contre chacun d'eux. La Cour condamne Amegbo Kodjo Eric à 10 ans de réclusion criminelle et à 3 millions de francs CFA d'amende. Pour l'avocat de la défense, cette décision a fait fi les demandes aussi bien de l'avocat général que de la défense. Honnêtement, cette décision, je n'ai pas l'habitude de parler ainsi, mais elle me scandalise parce que les éléments du dossier étaient assez clairs par rapport non pas à la culpabilité, je le dis encore, l'accusé a bel et bien reconnu les faits. Mais les éléments qui militent en faveur des circonstances atténuantes, la Cour n'en a pas tenu compte. En dehors des 10 ans de réclusion criminelle et des 3 millions d'amendes, les 3 autres complices en cavale seront traqués partout où ils seront, grâce à la confirmation du mandat d'arrêt international décerné contre eux. L'hommage à Yambo Oluoguem, écrivain malien, premier prix Africa Renaudot en 1968. Il est décédé en octobre dernier à l'âge de 77 ans. L'homme est connu à travers son premier roman, Le Devoir de violence, revisité, ainsi que l'ensemble de ses œuvres. Hommage donc samedi dernier à l'université de Lomé. Aïcha Zebrou et Kouessala. Et alors, qui m'a dit, et après qu'importe, allons. Sa figure ne dit pas forcément grand-chose à tous, mais certainement aux amoureux des belles lettres. Son nom, Yambo Oluoguem, écrivain malien des années 60, éteint le 17 octobre 2017 à l'âge de 77 ans. Ici, hommage est rendu à l'homme qui a marqué par ses œuvres littéraires, dont Le Devoir de violence, un ouvrage qui lui a valu à la fois éloge et rejet. C'est un auteur formidable, c'est un auteur qui a marqué exactement comme Amadou Kourouma une rupture dans les lettres africaines parce que la manière d'écrire, les thèmes abordés, la manière de tourner le dos au thème de la négritude et donc toutes les questions liées à l'esclavage, le colonialisme, Yambo Oluoguem les a revisitées à sa manière. L'idée réelle, c'est de faire connaître davantage un des plus grands écrivains africains dont le destin s'est brisé très tôt dans les années 1960-1970, alors qu'il venait d'avoir le prix Renaudot, un des plus grands prix littéraires français, s'est retrouvé accusé de plagiat. Quelques extraits des écrits de l'auteur et ceux soupçonnés de plagiat ont été revisités ici. Pour les critiques littéraires et écrivains présents, la question de plagiat ne se pose pas. La question est: les traces d'emprunt qui permettent l'accusation de plagiat changent-ils quelque chose à l'ampleur, à la densité du texte qu'est Le Devoir de violence? Absolument non. Il est un auteur qui a fait peut-être un exercice d'admiration des textes qu'il a lus, mais a su aller au-delà de ces textes pour créer un texte qui mérite lui aussi peut-être d'être plagié. Malgré les controverses, l'histoire de Yambo intéresse les jeunes Togolais
féru des belles lettres. Stéphane Akpogan sort à cet effet le sarcophage des mutilés. Cette rencontre lance le Festival international des Lucioles bleues, fil bleu qui s'ouvre, ce lundi 12 mars à Lomé. Et nous en parlons dans nos prochaines éditions. Nous parlerons également des 100 millions pour 100 millions. Il vous en souvient, c'est une campagne lancée il y a un an par les défenseurs de droits de l'homme en collaboration avec les parlementaires sans frontières. Eh bien, projet lancé aujourd'hui. Nous reviendrons là-dessus dans nos prochaines éditions. Le sujet est toujours en préparation. Quelques communiqués avant de boucler cette édition du soir. Communiqué du ministre de l'économie et des finances. Il est porté à la connaissance des candidats originaires des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo, le recrutement d'un vérificateur comptable bilingue et d'une secrétaire de direction bilingue à la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA. Les termes de référence peuvent être retirés à la direction des assurances si au CASEF côté plan. Porte 204, téléphone 22 21 03 50. Les dossiers de candidature devront parvenir au plus tard le 6 avril 2018 à l'adresse suivante, Monsieur le directeur général de la SICARE, boîte postale 12 410, Lomé, Nieko, Togo. Vous pourriez donc trouver cette adresse dans le quotidien national Les Togo Presse. Autre communiqué est celui des ministres du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et de l'économie et des finances. Le guichet entrepreneurial jeunes femmes a ouvert ses portes ce mardi 6 mars 2018 dans les locaux de l'Office togolais des recettes, ancien commissariat des impôts, en face de l'ambassade des États-Unis à Lomé. Mise en place par le gouvernement togolais par décret pris en Conseil des ministres le 1er février 2018, le guichet entrepreneurial jeunes femmes est destiné à faciliter les formalités pour l'obtention des pièces administratives habituelles exigées dans le cadre de la participation à la commande publique. Ce guichet fait suite à l'annonce du chef de l'État dans son adresse à la nation du 3 janvier 2018 relative à la mesure du quota de 20% de marché public réservé aux jeunes entrepreneurs, femmes et togolais. Le guichet entrepreneurial jeunes femmes se chargera d'informer, d'assister les jeunes et les femmes entrepreneurs dans l'accomplissement des procédures administratives dans un délai réduit et de les orienter vers les institutions d'appui pour l'obtention des garanties de soumission et faciliter de crédit nécessaires dans l'exécution des 10 marchés. L'objectif principal fixé est l'achèvement des formalités administratives dans un délai maximal de 72 heures après le dépôt de la demande de jeunes entrepreneurs. Le guichet ouvre ses portes tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et offrira un service minimal d'orientation et de conseil tous les samedis de 8h30 à 12h30. Il est opérationnel à l'intérieur du pays dans les jours à venir. Enfin, vous suivrez juste après ce journal un documentaire sur le réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, WACREM, qui tient du 15 au 16 mars prochain à Lomé une conférence. Le WACREM, le numérique au service de l'éducation et de la recherche, une réalisation et une présentation de Nadège Nyanya. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Bamako, à Sabalibougou et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée sur la télévision togolaise.